Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk with Me. Aujourd'hui, c'est avec Julien Martini que je vais passer un petit moment d'échange. Salut Julien. Salut Anjali. Du coup, Julien, tu es joueur de poker professionnel, je dirais même champion du monde puisque tu as gagné un bracelet au WSOP en 2018. Tu fais aussi Mhm. partie des 10 meilleurs joueurs de la All-Time Money List française. Et donc, du coup, tu as un sacré palmarès. Et j'aimerais que tu me dises quelle est la chose dont tu es le plus fier par rapport à ton parcours de joueur. Oh wow. Alors, quelle chose dont je suis plus fier? Probablement le fait d'avoir commencé au plus bas en fait et d'avoir gravi tous les échelons jusqu'à jouer les parties les plus chères au monde. Bon, bien sûr, il y a eu ce bracelet, il y a eu quelques titres, il y a eu cette seconde place sur le 25K aux Bahamas, mais la chose dont je suis le plus fier, c'est vraiment le fait d'être resté pendant un an et demi à jouer les parties les plus chères au monde. Et c'est pour moi une sorte d'achèvement qui n'était presque pas imaginable, et je parle bien d'imagination, lorsque j'ai commencé le poker quand j'avais 14 ans. Ok, tu te voyais, pourtant tu te voyais quand même au top, tu te voyais devenir champion. Alors, je rêvais de devenir champion. Je me voyais pas devenir champion. Vraiment, j'en rêvais. C'était quelque chose de tellement abstrait. Pour moi, quand tu as 14 ans, ne serait-ce que je regardais online sur pokerstar.com à l'époque, je regardais le Sunday Million à 215 dollars. Je me disais, mais qui est assez fou pour mettre 200 dollars dans un tournoi? Et alors, quand je regardais à la télé les WSOP, les tournois à 10 000 dollars, pour moi, c'était absolument inimaginable. C'était un autre monde, une autre sphère. C'est un petit peu comme je dirais, un enfant qui regarde la Coupe du Monde. Bien sûr qu'il en rêve, mais il fait qu'en rêver, quoi. Ouais, c'est un rêve quand tu es aussi Hmm. jeune. Justement, ouais, ce que j'aime bien dire, c'est que un objectif, c'est un rêve avec une date. Et voilà, s'il n'y a pas de date, ça reste un rêve, quoi. Donc, du coup, tu étais plus dans le rêve, tu n'avais pas encore cette vision. Tu visionnais pas encore. À quel moment c'est venu où tu t'es dit, où tu te voyais, je vais devenir champion? Alors, c'est quand j'ai quitté mon emploi, donc je travaillais chez un prestataire de Google, j'avais un très bon métier avec un très bon salaire, et je suis parti vivre à Taïwan pour devenir pro de poker. À ce moment-là, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie, évidemment. Ça, les gens le savent maintenant, j'ai assez raconté mon histoire. Mais c'était vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bah, voilà, cette personne-là va éventuellement me montrer la porte. Et d'ici un an, 2 ans, 3 ans, j'y arriverai, je serai au même niveau et je jouerai les mêmes parties qu'il joue actuellement. Et c'était ce que je rêvais. Et c'était le pourquoi de je me lève le matin à 9 h du matin, je joue au poker toute la journée, je me couche et ainsi de suite, et tous les jours, et sans s'arrêter. C'était une source de motivation. Donc, je pense que je me suis vu arriver au top niveau à partir du moment où je m'y suis mis sérieusement et que je suis devenu Ouais. professionnel à proprement parler. Hmm. Et justement, tu commences à en parler un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir joueur professionnel? À un moment donné, il y a dû avoir des actions, des étapes qui ont fait qu'il y a eu une ascension dans ce domaine. Peut-être même avant que tu quittes ton emploi, ça a été quoi les étapes? Alors les étapes, ça a été l'apparition donc d'une vision qui était très unique à l'époque pour le poker et qui existait dans tous les autres sports et qui est en fait pas une découverte à proprement dit. C'est la vision donc, selon selon Nash, selon le théorème de Nash et l'équilibre de Nash. Donc c'est-à-dire que plutôt que de voir le poker comme un jeu contre un adversaire, on va voir le poker comme un jeu contre soi-même. Le meilleur de tous les joueurs, ce sera celui qui, dans une situation donnée, fera l'erreur la plus petite. Donc, le but étant de Mhm. réduire le plus possible nos erreurs. Et donc, c'est de travailler sur les solvers, travailler un petit peu sur la théorie du jeu. Et donc, j'ai vu vraiment ça comme un déclic, dans le sens où, en fait, je prenais tellement de plaisir à travailler le jeu que pour moi, ça devenait plus un travail, ça devenait une passion. Et évidemment, c'est une passion lucrative. Donc, c'était vraiment un cercle très vertueux. Et aujourd'hui, j'en parle comme mon travail, mais ça reste avant tout ma passion qui me permet Ouais. d'en vivre. Donc, voilà. Hmm. Ouais, ça c'est génial. Et on peut dire que tu es passionné par tous les aspects du poker. Du coup, bah, le fait que ce soit lucratif, le fait qu'il y ait un travail technique derrière, le fait que ce soit une compétition, tous les aspects vraiment, ça te passionne?
Les aspects qui me plaisent le plus, évidemment, étant la compétition au jour J, les WSOP, c'est lorsque je voyage et que je me Ouais. tape 3 semaines de tournoi. Ça, c'est vraiment, tu vois, encore aujourd'hui, je voyage dans le monde entier pour jouer les plus beaux tournois, mais quand je participe au WSOP, par exemple, dans l'avion, bah, j'y pense et une semaine avant, j'y pense et tu vois, j'en ai des frissons Mm. et c'est vraiment quelque chose vraiment qui me, tu vois, je suis dans l'attente, quoi. Vraiment, je suis impatient presque. J'ai envie d'y aller, j'ai faim. Ouais. Cette partie-là. Et puis, il y a également, enfin, de l'autre côté, il y a également toute la partie travail où quand tu commences à étudier une main, il est 18 h et en fait, tu finis d'étudier les 5 h du matin et le soleil se lève, mais la journée d'après, tu vois, tu te sens un peu comme un chercheur quelque part. Tu te dis, putain, ça se trouve, ce soir, j'ai découvert un truc que personne d'autre n'avait vu encore. Et tu vois, c'est vraiment ce mode recherche par toi-même, vraiment travail personnel, travail profond. Tu sais que tu vas gagner plus d'argent parce que tu vas vraiment travailler plus que les autres, tu vas faire plus d'efforts que les autres. Et à côté de ça, bah, tu as la récompense derrière. Tu vas faire des choses, tu vois, enfin, tu vas toujours être dans l'exploration, la découverte, faire des choses que personne ne faisait avant. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. On sent que tu es vraiment passionné et j'ai lu tout à l'heure, j'ai fait des petites recherches, j'ai lu un article comme quoi tu avais commencé à jouer à peu près vers 14 ans, ou du moins à découvrir le poker. Aujourd'hui, tu as quel âge, Julien? Alors, donc, ouais, j'ai découvert le poker à 14 ans dans un club associatif dans la région parisienne, dans un club qui s'appelle le Club Poker 78 à HR. On était 9 dans une salle de 40 mètres carrés. On jouait sur une table en plastique avec des jetons en plastique. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, bientôt 29 dans une semaine. Et ta passion, elle est grandissante ou... Alors, évidemment, comme toutes les passions, il y a des hauts, il y a des bas, et surtout dans les moments où, en fait, on a tellement la tête dans le guidon que soit on est trop passionné, et alors, à ce moment-là, quand un petit peu les choses s'arrêtent, tel qu'avec le Covid, on perd un peu de passion, ou alors la rencontre, je sais pas, la rencontre d'une fille, par exemple, ou la rencontre d'une belle passion. Je suis très curieux dans la vie, donc forcément, les choses m'attirent, et peut-être qu'un jour, je découvrirai un truc qui m'attirera encore plus que le Ouais. poker. Donc, il y a des fluctuations dans la passion. En revanche, enfin, ces 3 ou 4 dernières années, j'ai pas passé un jour sans parler ou faire du poker pendant 1 à 2 heures, quoi. Donc voilà, ça reste vraiment ma passion numéro un sur une liste de Mm. passions qui est longue, mais celle-là, c'est celle qui prend le plus de temps. Donc C'est ma aujourd'hui, tu en préférée. as parlé, aujourd'hui, tu as parlé brièvement, donc il y a le contexte actuel. Est-ce que c'était déjà permanent chez toi de jouer online ou tu as dû faire une transition? Alors, il y a eu une claire transition puisque en fait, avant, mon emploi du temps se faisait de telle sorte que j'étais tout le temps en voyage, en déplacement pour les tournois, notamment live, et les parties de cash game en live. Et donc, mon emploi du temps se mettait de telle sorte que je jouais en tournoi, je faisais des parties cash game, ou alors je travaillais à la théorie et je ne faisais que ça. Les Mm. tournois online, c'était extrêmement rare. C'était, je dirais, 3 à 4 fois par an pour le main event des W Coupe, ou alors sur Party Poker, ou peu importe, sur vraiment les plus gros tournois online. Mais sinon, je jouais absolument plus online. Et donc, ça a complètement bouleversé ma vie. Bien que au début du confinement, en fait, ce qui s'est passé avec les Américains, c'est que les plus grosses tables qui se jouaient en fait en cash game en live, en fait, sont devenues des parties privées Ouais. online. Donc finalement, on jouait contre les mêmes Ah, personnes, fou! ouais, sur juste des tables online. Donc voilà, mais le fait, vraiment, moi, c'était un chamboulement dans ma vie. Le fait de ne pas être à 200 à l'heure tout le temps, le fait de ne pas toujours prendre des avions, être à l'aéroport ou être complètement décalé, c'est comme si, en fait, d'un coup, j'avais du temps pour moi. Et tu vois, ça m'a fait vraiment tout drôle, quoi. Mm. J'étais un peu perdu pour le coup. Et j'avais l'impression de, justement, en faire beaucoup moins, alors que peut-être que j'en faisais plus. Du coup, maintenant, quand même, jouer online, c'est devenu plus régulier dans ta semaine? C'est devenu partie intégrante de ton quotidien? Ouais, alors il faut savoir que moi j'ai quand même monté ma bankroll online et à la base j'étais un joueur online, même si évidemment j'ai vite transitionné sur un live au vu des Mm. parties qui, enfin, elles sont évidemment plus conséquentes en live. Donc, est-ce que ça a été un chamboulement dans ma vie? Non, parce que j'y suis habitué. Est-ce que le online a changé? Est-ce que j'ai dû m'adapter? Oui, il faut trouver l'humilité nécessaire pour retravailler grandement son jeu. Aujourd'hui, la compétition est vraiment acharnée online, et notamment en cash game. Je joue beaucoup en cash game. Mais c'est un plaisir qui est différent. C'est un plaisir qui est
qui demande à être un peu plus équilibré, je pense, dans sa vie, dans le sens où il y a beaucoup moins d'interactions sociales, beaucoup moins Mm. d'interactions humaines, et donc le poker peut avoir une trop grosse place dans, tu vois, peut-être notre feeling, enfin notre humeur du moment, tu vois. Ouais. Alors que online, bah, tu te prends un mauvais coup, c'est un joueur récréatif en face de toi, le mec est heureux, tu es presque heureux pour lui. Tu vois, il y a vraiment ce partage-là. Online, c'est vraiment différent. Tu n'as pas cette sensation, tu es derrière ton PC, tu es seul. Donc, ouais, mentalement, c'est également différent, et c'est peut-être Mm. enfin, la vraie différence entre les deux. C'est quoi tes ingrédients à toi pour une session online réussie? Session online réussie. Ah, quels sont les ingrédients pour une session online réussie? Je me dis jamais qu'une session est ratée, quoi. Enfin, pour moi, elle est tout le temps réussie. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne session? Généralement, c'est une session où j'avais envie de jouer, j'ai pris du plaisir. C'est une session où, je sais pas, pour moi, elles se ressemblent toutes en fait. J'ai pas d'avis particulier sur une session définie. Pour moi, c'est peu importe le résultat, le tout c'est de toujours se poser les bonnes questions, continuer à se poser les questions, ne pas jouer automatiquement. Euh, pour moi, toutes les sessions sont les mêmes. Je me dis jamais que c'est une session réussie ou pas, peu importe le résultat. En fait, c'est juste une session de plus, et c'est normal en fait. Tu vois, je sais pas si Alors, c'est bizarre. je vais te poser peut-être une autre question qui va peut-être te permettre de nous en dire un petit peu plus. Donc, riche de toutes les expériences que tu as eues, que ce soit en live ou online, et puis tu as quand même un beau palmarès quand on regarde voilà, ton parcours de joueur. Quel est ton état optimal pour performer? Quel est mon état optimal pour performer? Euh, Pour moi, c'est être parfaitement reposé, être parfaitement lucide, être à 100% de ses moyens. Je fais de la méditation notamment le matin, j'essaie de faire du sport, de manger équilibré. C'est vraiment être dans un état où finalement, lorsqu'on joue, on ne va plus que rechercher le bagage technique, tu vois, juste qu'on a appris en amont, Mhm. sans avoir associé de ses émotions ou de sa concentration ou de rien d'autre en fait. Juste d'essayer de capter le maximum d'informations lorsqu'on a une table, et de relier ça avec tout ce qu'on a appris en amont lors de nos heures de travail. Donc pour moi, c'est ça l'état optimal, c'est rien d'autre que ça. C'est lorsque tes émotions sont juste une forme d'information supplémentaire, capter des choses, mais n'influent jamais dans la décision. Tu vois, ou alors, Hmm. si influe dans la décision, mais je veux dire de manière absolument rationnelle. Ouais. Et du coup, c'est par rapport à ce que tu dis, comment tu gères tes intuitions dans le jeu? Les intuitions, c'est la chose la plus puissante qu'un être humain puisse avoir, et c'est ce qui prend le dessus sur n'importe quelle chose technique. Hmm. Donc l'intuition, c'est forcément quelque chose que je vais suivre tout le temps, malgré que ça aille complètement à l'inverse de tout ce qui a pu avoir, on va dire, les informations d'un point de vue technique. Tu vois, si elles nous disent A et que notre intuition dit B, je prendrais toujours la solution B, puisqu'en fait, l'intuition vient de notre subconscient, de nous-mêmes et de toute notre expérience et de toutes ces choses qu'on maîtrise pas dans notre cerveau, mais qui souvent sont justes, en tout cas pour moi. Hmm. Donc, si à un moment donné j'ai une intuition, pas de souci pour juste la suivre. Et tu arrives facilement à faire cette différence entre vraiment ce qu'est une intuition et si c'est pas ton mental ou ton ego qui vient de dire quelque chose? Je crois pas qu'il y ait d'ego chez un joueur gagnant, ou en tout cas il y a de l'ego, mais plus en dehors des tables. Je pense qu'aux tables, un joueur qui a de l'ego peut pas être un joueur pro, enfin il va se broke assez rapidement. Euh, je dirais qu'en fait, dans moi, mon processus de réflexion, il y a vraiment euh, qu'est-ce que la technique me dit, et puis il y a aussi cette approche où qu'est-ce que mon expérience me dit, tu vois. Et je pense que peut-être que mon Hmm. intuition, je l'associe à l'expérience presque tout le temps, mais j'arrive vraiment à distinguer ça dans un schéma. Je me dis pas, je- comment dire, je pense que, enfin, peut-être je me trompe parce que c'est toi qui sais beaucoup mieux que moi là-dessus, mais tu vois, j'ai l'impression que l'intuition, c'est quelque chose presque de raisonnable, tu vois. C'est la partie de toi qui veut te faire, qui veut vraiment te donner le bon choix, tu vois. C'est la petite puce à l'oreille qui te dit, OK, tu penses A, mais c'est B,
tu vois? Et pour une raison quelconque, Mmh. tu vas choisir B et tu auras assez souvent raison. Mais c'est quelque chose qui est très puissant, je pense, chez la plupart des joueurs de poker. Ouais, je trouve ça super, je trouve ça super la relation que tu as à ton intuition. Puisqu'au final, c'est comme une relation, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois comme une relation à mon intuition, donc ça je trouve ça cool la manière dont tu en parles. Est-ce que tu as J'y avais des jamais petits pensé. rituels, rien qu'à on a vraiment un décalage du coup, je me rendais pas compte, mais tu vas me Ouais, répondre après. on a un décalage de 3-4 secondes. C'est pour ça que je te disais tout à Ouais, l'heure. mais du coup, c'est pas grave. Ouais, ok. Ouais, je couperai, mais c'est juste que je parle pas en même temps que toi, donc du coup, il faut que je pense à ma Ok. réplique. Ouais, donc du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais systématiquement avant de jouer? Alors que ce soit pour des tournois live ou que ce soit, bon alors online peut-être pas, mais est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais systématiquement? Alors, pendant mes... Ok, donc en live, je fais évidemment, quand je suis en période de live et compétition, je fais de la méditation au réveil, je fais de la méditation avant de commencer le tournoi et je fais de la méditation et de l'hypnose avant, enfin, pour dormir, pour m'aider à dormir. C'est des choses qui sont pour moi essentielles. J'ai l'impression que ça me permet vraiment de rester plus concentré plus longtemps. Enfin, vraiment, ça a des effets bénéfiques. Donc, sur la méditation, c'est assez rapide. C'est 5 à 10 minutes de respiration. Alors, tu auras certainement un terme très technique à ça, mais voilà, moi, je le dis avec mes mots. Donc, c'est ça, 5 à 10 minutes de respiration. Sinon, pendant les breaks, les dinner breaks, j'adore me laver les pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais rentrer dans ma chambre et faire ça. En table finale, même si c'est online, j'essaye de prendre une douche, tu vois, mettre une belle chemise et mettre du parfum, quoi, Ouais. pour vraiment me sentir en forme. Mais je suis pas du tout superstitieux ou quoi que ce soit, malgré que avec le temps et notamment en ayant vécu en Asie pendant 2 ans, mon avis sur ça a vraiment changé. Je ne suis pas personnellement, enfin, je ne suis pas superstitieux, mais je connais des joueurs extrêmement gagnants, extrêmement intelligents qui le sont, mais absolument, quoi. Et ça va jusqu'à les pantoufles que la personne porte à l'hôtel, ou tu vois, des petits trucs comme ça qui Mmh. sont assez drôles, parce que ça vient de génie, en fait. Donc voilà, mon avis a assez changé là-dessus et je respecte ça. Mmh. Je sais pas si c'est vraiment de la superstition ou en fait c'est plus, moi je le vois plus, tu vois, comme des ancrages. Des ancrages, tu peux faire des ancrages kinesthésiques, des ancrages avec des mots, des ancrages mentaux, mais il y a aussi pour des personnes des ancrages matériels en fait. Tu vois, peut-être que les pantoufles pour cette personne, bah, c'est son ancrage. C'est ce qui fait qu'elle se sent, voilà, elle se sent bien, elle se sent confiante, elle se sent sereine. Tu vois, comme les gens qui ont leur petit gris-gris à table, là, tu vois, ou des gens qui Mhm. utilisent des pierres de lithothérapie, etc. En fait, c'est surtout des ancrages matériels, tu vois. Je le vois plus comme des ancrages plutôt que de la superstition, mais au final, chacun met met le mot qu'il veut, mais je trouve que c'est pas mal, c'est des ancrages, quoi. Et alors, ce truc de quand tu dis oui, voilà, tu vas te laver, tu vas prendre une douche et puis tu mets des belles fringues, une belle chemise, je trouve que c'est important parce que ça fait partie d'un rituel. Ouais, tu vois, tu visualises une table finale, tu sais que peut-être bah, tu vas être filmé ou autre, mais en fait, simplement, c'est choisir la tenue dans laquelle tu vas te sentir bien, tu vois, tu vas te sentir confiant. Je sais que quand il y avait encore des lives, c'était quelque chose que je faisais visualiser à mes coachés visualiser la table finale, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te tenir, comment tu vas te sentir, tu vois, c'est hyper important, je trouve, les fringues, même le parfum. Le parfum, ça peut être un ancrage aussi, tu vois, tu vas sentir cette odeur. Donc, ouais, c'est cool, quoi. Tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure, comme quoi tu avais découvert un petit peu, alors pas découvert, mais pris l'importance de te faire coacher mentalement. Et justement, aujourd'hui, comment tu prends soin de ta santé mentale? Waouh. Alors bon, du coup, ça va pas trop dans tout ce qui a pu se dire et ce qui se dit en ce moment sur le poker. Mais pour moi, en fait, être joueur pro aujourd'hui de haut niveau, c'est une vie déséquilibrée. C'est une vie de passionné. C'est une vie où finalement la santé mentale, c'est quelque chose de très fragile. Pas dans le sens où on est tous fous, plus dans le sens où on vit tellement des émotions à 100%, on est tellement la tête dans le guidon tout le temps que
En fait, la santé mentale vient de notre entourage, vient de notre environnement, vient de tout ce qu'on peut faire pour l'aider, mais c'est normal qu'à des moments donnés, il y a des fluctuations et c'est le cas de tout le monde, peu importe ce que les gens Ouais. disent. Comment est-ce que je prends soin de ma santé mentale? En ayant des amis en or, en ayant des gens autour de moi en qui je peux compter, et pas en qui je peux compter, voilà, si tu es dans la merde, je t'aide, mais plutôt en qui je peux compter dans le sens, la personne n'hésite pas à me dire que je suis en train de faire une connerie ou que tu vois peut-être que ça c'était pas bien et ça serait mieux. C'est le jeu, enfin le poker étant le jeu le plus solitaire que je connaisse, sans lequel en fait toutes les personnes autour de toi influent sur tes performances, même si évidemment on est extrêmement dépendant de la variance et que deux joueurs de même niveau n'auront absolument pas les mêmes résultats, tu vois. Euh, voilà, moi je prends soin de ma santé mentale en faisant le maximum que je peux personnellement sans que ça, tu vois, ça m'ennuie, parce que je déteste être ennuyé. Mm. Mais je suis très très redevable de mon entourage. Je pense que je serais vraiment pas arrivé sans eux, quoi, clairement. Ouais. Ok. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il faut avoir confiance que de toute façon, ta santé mentale, elle va fluctuer, ne serait-ce qu'en fonction de tes biorhythmes. J'en parlais, mais dans une année, en fait, ton corps, il a enregistré, il y a des mois où tu es plus en énergie, des mois où ton énergie va fluctuer, tu vois. C'est comme ça et c'est difficile de faire contre, tu vois. C'est comme les cycles d'Hudson ou les cycles saisonniers, en fait. Tout simplement, ton corps, il fonctionne de la même façon que la nature. Il y a des moments où tu es au top de ton énergie et il y a des moments où un petit peu moins. Il y a des moments où c'est le mental qui va être au top et ensuite, ça va être peut-être rentrer un petit peu plus en introspection parce que c'est un besoin, tu vois. Comme la nature a besoin de se régénérer, le corps et l'esprit, c'est pareil. Donc, ouais, je suis bien d'accord avec toi avec le fait que ça fluctue. Et ça a été quoi la chose la plus difficile pour toi, ce que tu as dû travailler pour être au top? La plus grosse difficulté sur laquelle tu as dû travailler pour être au top? En fait, c'est OK. En fait, la 1re fois que je suis allé voir un coach mental, j'avais ce problème, en fait, je suis hyper empathique à une table, tu vois? J'arrive vraiment à capter tout ce qui se passe, toutes les émotions et ça me prenait toute mon énergie. Au bout de 3 heures, j'étais lessivé. Le problème étant que mes sessions durant entre 10 et 16 heures. Tu vois, t'imagines que, Mm. en fait, je perdais en concentration et donc en niveau de jeu au fur et à mesure du temps et c'était extrêmement dommageable pour ma carrière, quoi. Donc, vraiment, j'étais dans cette approche-là de coaching mental. Je voulais faire du coaching mental pour un petit peu, comment dire, travailler sur ma concentration, travailler sur comment est-ce que je peux gérer mes émotions à une table, notamment entre les coups. Voilà, c'était vraiment dans cette optique-là de ma problématique étant je veux rester concentré 10 heures de suite. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Mm. Ok. C'est quelque chose qui est venu assez facilement de, d'être plus concentré et de mettre un petit peu plus de côté le côté empathique. Alors ouais, alors mettre de côté l'empathie, c'est impossible en tout cas chez moi. C'est plus plutôt des astuces, mais ça a été vraiment le sujet de base. Et ensuite, on a dévié sur d'autres sujets qui m'ont eux permis d'arriver plus souvent dans mon A-game, dans mon Mm. état optimal de performance. C'est vraiment ce que j'ai appris, c'est tu vois vraiment une méthode qui me permet de presque mécaniquement y arriver, tu vois. Et c'est des choses qui sont vraiment négligées chez un joueur de poker, alors que le mental est essentiel. Tu vois, aujourd'hui, quand je grind un dimanche soir où tu as enfin, une quinzaine de tournois absolument incroyables, tu fais plein d'espoir en commençant ta session et que tu perds tous tes tournois. Tu vois, je me dis qu'il y a plein de gens qui peuvent pas supporter, tu vois, qui se voient mourir à chaque fois. Et en fait, de faire ça, de continuer à toujours essayer de jouer son meilleur poker alors qu'il y a des gens qui sont bien évidemment bien moins aisés financièrement ou quoi, c'est des choses qui sont hyper difficiles. Donc, tu vois, moi personnellement, je ne savais pas que ça existait, que ça se faisait. Et finalement, quand tu vois les sportifs de haut niveau, quand tu vois les Teddy Riner ou des mecs comme ça, ou des Roger Federer qui sont tout le temps au top à 100%, bah c'est juste, tu dis que tu peux y arriver. Et tu vois la fameuse Ouais. anecdote où Roger Federer il cassait ses raquettes à 18 ans, tu peux pas y croire.
Donc, tu vois, c'est vraiment un travail que tu peux faire Mmh. et j'ai découvert tout ça bien tard, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je te remercie, pour toutes ces confidences et je vais te poser ma dernière question qui, je pense, va devenir un petit peu mon rituel. Quel est le rêve que tu vas réaliser prochainement? Le rêve que je vais réaliser prochainement? Waouh! Le rêve que je vais réaliser prochainement. Quel est le rêve que je vais réaliser prochainement? Franchement, je me lève tous les matins si j'avais le choix de changer quelque chose dans ma vie, je le ferais pas, tu vois? Donc je sais pas quoi te répondre. Mon rêve le plus fou, ça serait évidemment à la fin de ma carrière d'avoir gagné, 5 bracelets, par exemple, je peux te répondre ça. Mais en tu vois, j'ai vraiment j'ai rien de planifié. Je me dis que je travaille tous les jours pour y arriver. Ça arrive, tant mieux, ça arrive pas, bah, j'essaierai le plus possible pour y arriver, tu vois? Pas de rêve prochain, plutôt essayer au jour le jour de donner le meilleur de moi-même. OK. Bon alors, prochain, ça peut être dans 10 ans, hein. Moi, ça me va, 5 bracelets, dans les 10 années, Je ça signe peut tout de être, suite. proche, Donnez-moi le papier et les stylos. Bon, ben, Julien, je te remercie de t'être prêté à mes petites questions. J'espère que j'ai pas été, trop, trop loin et voilà, je te remercie. Je te dis à bientôt. Je te souhaite, une bonne continuation dans tous tes projets. Eh ben, merci beaucoup de l'invitation.